Bienvenue de nouveau pour cette dernière émission Écho des territoires sur le Salon des maires et des collectivités locales. On va parler d'un sujet qui s'appelle les sociétés d'économie mixte qui peuvent permettre le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Pour en parler avec nous, Richard Chamaret, vous êtes président du conseil d'orientation SEM de la FNCCR. Et David Clos, vous êtes responsable d'une SEM qui s'appelle Énergive pour Ille-et-Vilaine, si j'ai bien compris. Avec vous deux, on va pouvoir parler de ce sujet. Richard Chamaret, on commence peut-être avec vous, si vous le voulez bien, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une SEM, Société d'économie mixte, si j'ai bien, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, et comment la FNCCR, finalement, s'est emparée de cet objet juridique. Finalement, ce n'est jamais qu'un objet juridique. Bien, merci beaucoup. Alors, les SEM sont un objet juridique et sont avant tout, à mon sens, à notre sens, un outil à la disposition de nos collectivités adhérentes dans nos syndicats d'énergie. Avant d'être président du conseil d'orientation des SEM Énergie à la FNCCR, je suis président forcément de la SEM Énergie Mayenne, puisqu'elle est adhérente, et je suis avant tout président d'un syndicat d'énergie. Et donc la composition, la base et l'histoire de la FNCCR est composée par un nombre de syndicats d'énergie, propriétaires des réseaux d'énergie remis ensuite en concession et en gestion à nos autorités concédantes. Vous avez Enedis d'un côté, GRDF de l'autre. Et puis s'était posé la question il y a une petite dizaine d'années maintenant d'avoir un outil qui sera un outil de développement ou un outil de financement de ce développement des énergies renouvelables, également de tout ce qui peut tourner autour de la mobilité, des bornes de recharge, de stations bio-GNV, de la mobilité hydrogène demain ou après-demain, et de tout autre sujet qui concernerait le monde de l'énergie. Et donc cet outil-là était un outil difficile à constituer si on ne s'arrête qu'au monde des collectivités tel qu'on le conçoit aujourd'hui. On a beaucoup d'adhérents, de nos adhérents, donc d'adhérents de nos syndicats qui sont des communes rurales, des communes de 300, 400, 500 000 habitants et qui n'ont pas la capacité d'aller aider, d'aller accompagner financièrement un projet de production d'énergie renouvelable dans leur beau département. Et donc les SEM sont là pour accompagner ces projets-là. La SEM Énergie, peu importe qu'elle soit dans l'est de la France, qu'elle soit en Mayenne, qu'elle soit en Ille-et-Vilaine, à un moment va être là pour soit amorcer un projet, en prenant une petite part dans un capital, soit prendre la totalité du projet en main et aider un projet qui pourrait être un projet très innovant ou un projet de structuration d'un territoire. Mais on est vraiment sur l'idée d'avoir cet outil à disposition de nos communes, pas que rurales, hein, également des métropoles, hein, on travaille également avec les métropoles, que ces SEM Énergie soient là, soit un univers qui entre notre bel univers des collectivités, hein, on est au salon des maires, et puis le monde de l'entreprise. Et c'est une vision, on voit hein, sur beaucoup de projets, j'étais hier avec le président du syndicat d'énergie qui ont une SEM aussi dans le Lot-et-Garonne, avec un sujet sur les stations bio-GNV. Quand vous avez des univers sur des sujets innovants, comme a pu le faire la Vendée sur le monde de l'hydrogène, où le monde du privé ose pas ou peut y aller. Parce que tout d'un coup, on a le monde bancaire attend des dividendes à des hauteurs de 5-10%, des fois plus. Sur nous, sur les SEM, on attend avant tout d'être là dans le développement et l'accompagnement au développement, à l'innovation sur un territoire. On n'est pas en premier lieu sur le regard d'une rentabilité. C'est un sujet très très important. C'est ce que j'allais vous demander en fait. Il ne s'agit pas de pallier aux acteurs privés a priori, mais ils ont quand même parfois effectivement des frilosités, on va dire, comme vous venez de le décrire, et ça peut être un moyen de faire levier peut-être plus facilement. Vous allez nous en reparler. On va d'abord se retourner bien sûr vers David Clos, peut-être pour nous dire comment a été créée la SEM dont vous vous occupez, quel en est un peu l'historique, et puis bien sûr quel est son domaine d'action aujourd'hui. Donc Énergive, création en 2018 pour accompagner le développement des énergies renouvelables en Ille-et-Vilaine. Donc initiative également du syndicat d'énergie locale, donc là le syndicat d'Ille-et-Vilaine. Particularité d'Énergive, deux autres actionnaires publics, le département d'Ille-et-Vilaine et la métropole de Rennes. L'idée était de créer un outil commun entre secteurs urbains et secteurs ruraux pour bosser en commun sur les énergies renouvelables. Pour le coup, on est sur des sujets sur la transition énergétique où c'est pas que le rural ou que l'urbain, il y a beaucoup d'échanges à faire. Et au-delà des échanges, là, c'était l'idée de vraiment de construire un outil commun et de se servir des forces de chacun.
La SEM donc, a été créée en 2018. Au-delà effectivement d'accompagner le privé ou de s'y substituer là où il ne va pas, c'est aussi nous d'impliquer les habitants, les citoyens dans ces projets, les élus locaux bien sûr. Depuis la création d'Energive en 2018, on a créé 28 sociétés de projets. Parce qu'en gros, un projet, dès qu'il dépasse le million d'euros, on crée un outil juridique pour le faire tourner. Et c'est dans ces véhicules, ces SPV, dans le joli langage des acteurs des SEM, où on peut impliquer des collectifs de citoyens, des communes, des intercommunalités sur des projets qui concernent leur territoire. Et pour le coup, un projet où vous êtes dedans, eh ben, vous ne le regardez pas tout à fait pareil qu'un projet qui est une initiative privée qui débarque sur votre territoire et au mieux on vous informe de comment ça passe. Mais en tout cas, là on propose aux personnes qui le souhaitent de pouvoir s'investir dedans. Est-ce qu'il y a une taille de territoire idéale ou finalement peu importe, parce que là vous montrez qu'il y a une relation avec le département, la région. On regarde les différentes SEM que vous connaissez, est-ce qu'elles ont toutes à peu près le même profil ou effectivement il peut y avoir des différences de fait de l'histoire d'un territoire qui peuvent être assez conséquentes? Vous avez quasiment répondu à la question, c'est-à-dire qu'en fait tout dépend de l'histoire du territoire. Et tout dépend. Une SEM ne pourra bien fonctionner qu'à partir du moment où vous avez des acteurs qui travaillent et qui auront envie de travailler ensemble à la taille de leur territoire. Que ce soit la taille d'un territoire qui serait une grande métropole, que ce soit la taille... On est beaucoup sur des SEM à la taille départementale malgré tout, mais on a quelques SEM qui sont à des tailles régionales, parce que c'était une histoire de territoire. Après ça, je dirais, il ne faut pas se dire qu'on va fabriquer une SEM avec des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble. Il faut une volonté, et donc un travail qui était déjà là, qui était déjà entamé. Et puis la SEM, hein, David l'a dit, la SEM est là pour être un acteur facilitant, mais est un acteur aussi, entre guillemets, un petit peu de surveillance d'un projet. Moi je le vois quelquefois sur des unités projets d'unités de méthanisation. Nos élus dans nos territoires sont très content que la SEM, à un moment, prenne des parts dans un projet de méthanisation. Ça permet de se dire que le territoire, dans les objectifs qui étaient fixés à cette unité de production, eh ben, vous allez avoir un membre du conseil d'administration qui va être là. Donc on aura les différents objectifs. Garder un œil sur ce qui se passe. On aura l'information et on fait toute confiance aux développeurs qui étaient là. Mais ça permet, dans la vie du projet, dans les 5 ans, dans les 10 ans de la vie du projet, que le territoire, les élus du territoire sont toujours partie prenante. Ils sont là, ils sont intégrés au projet lui-même et dans la vie du projet. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de verser une subvention et puis de s'en retirer juste derrière après avoir coupé le ruban. Vous voyez, on est vraiment sur la vie du projet de production d'énergie. Et alors cette question de gouvernance, ça veut dire qu'au sein de la SEM, les collectivités qui sont impliquées, enfin, ou que ce soit à n'importe quelle échelle, elles participent, enfin, comme vous l'avez dit, elles sont là pour être moteurs. C'est un vrai atout, ou bien parce qu'on sait qu'il y a aussi des jeux politiques, malheureusement, parfois, qui font qu'une politique peut changer d'un mandat à l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ce genre de problème ou pas du tout? Il y a finalement une cohérence d'action, quelles que soient les couleurs politiques à ce niveau-là? En fait, ce qui est important quand vous créez la SEM, c'est de savoir pourquoi vous la faites et avec qui. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec qui, c'est important. Et de ce qu'on veut faire. Il y a ce qui s'appelle un pacte d'actionnaires quand vous créez une SEM, où vous écrivez ce que vous allez faire de l'entreprise que vous allez créer et les objectifs que vous vous donnez. Nous, on avait notamment clairement établi que la SEM allait intervenir à la fois sur l'éolien, sur la méthanisation, sur le photovoltaïque. Il a pu arriver sur certains territoires où on n'avait pas trop bien défini ce qu'on allait faire, que changement politique, finalement, l'éolien, sans le citer, on n'en veut plus. Forcément, si vous avez misé tout le modèle économique de votre SEM sur l'éolien et que du jour au lendemain, il y a un des actionnaires publics qui n'en veut plus, c'est compliqué. Et ça, pour le faire, il faut que ce soit bien posé dans l'acte fondateur et qu'ensuite les projets soient faits correctement et pas en opposition au territoire. Mais je dirais, si vous respectez l'éthique qu'on a de faire pour les territoires pour lesquels on bosse, il n'y a pas de raison qu'à un moment les territoires s'opposent au projet de la SEM. Alors ça fait peut-être un peu naïf en disant ça, mais c'est quand même l'esprit dans lequel on bosse. Il faut bien définir le champ d'action et effectivement pour avoir la sorte de pérennité d'action. Dans les actions, alors on parle développement des énergies renouvelables, vous avez cité éolien, solaire, méthanisation, mais tout à l'heure vous avez aussi peut-être évoqué des usages
que ce soit véhicule électrique ou d'autres. Ça veut dire qu'on peut intégrer ça dans la SEM ou c'est une activité à côté portée par d'autres entités? Non, tout à fait. Les sujets de la mobilité, par exemple sur les IRVE, les installations de recharge pour véhicules électriques, hein, les syndicats d'énergie, je reviens aux syndicats d'énergie, hein, ce qui est l'histoire, hein, les syndicats d'énergie ont l'obligation et la compétence de créer des SDIRV. Alors ça fait un mot un peu bizarre, les SDIRV, les schémas directeurs justement de l'installation de bornes de recharge. Eh ben, il est tout à fait logique que dans un cadre comme celui-là, et encore une fois, c'est pas l'idée que le monde du public prenne la main sur le monde du privé, mais c'est qu'à un moment, sur un déploiement, vous ayez les SEM qui prennent la main sur le déploiement, entre autres dans des territoires ruraux, sur des bornes de recharge, d'une façon globale sur un territoire français, on trouve ça très logique. Demain, sur des stations qui seraient des stations multi-énergie, où l'énergie qui serait consommée par les véhicules en déplacement lourd ou pas, d'ailleurs il y a une loi qui est passée cette semaine, en regardant avec un niveau de CO2 très très bas sur notre transport lourd en France, c'est très bien. Sauf que nos députés, nos parlementaires, nos éminents ministres, en général, ne regardent pas comment ça va se passer sur le terrain. C'est un petit peu dommage. Et nous, on est dans le faire. Et donc, d'avoir une SEM qui, elle, va regarder comment on va pouvoir installer, par exemple, une station multi-énergie avec de l'énergie produite sur le territoire à partir d'unités de méthanisation, à partir d'éoliennes, à partir de photovoltaïques installées sur une friche industrielle, et bien là, on a du sens. Mais ce sens-là, comme le disait très bien David tout à l'heure, il faut l'avoir parce qu'on avait un projet initial, une stratégie, comment le mettre en place. Il faut toujours avoir en tête une SEM énergie, effectivement, on est sur le monde du public, mais le S veut bien dire société. Et comme dans toute société, une société privée, un artisan, quand il crée son entreprise de menuisier ou de couvreur et qu'il se met avec un de ses collègues, un frère, un ami qu'il avait à l'école, eh ben, il faut être d'accord, il faut avoir envie de travailler ensemble. Eh ben, le but d'une SEM, le but initial, c'est d'avoir des gens qui ont envie du même projet, envie de le travailler ensemble. Et une fois que vous avez ça, les notions juridiques et tout ce qu'il y a derrière, il y a des gens pour s'en charger. Mais la notion, c'est d'avoir le même objectif au départ. Et une fois qu'on a ça, c'est bon, les choses elles roulent. Bon. Et alors du coup, il y a combien de SEM en France? Vous avez un ordre de grandeur Oui, alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en disant est-ce que vous en avez des tailles de métropole, des tailles de département, des tailles de région, grosso modo, si vous ramenez ça à toute la notion française, des SEM basés que sur le monde de l'énergie, grosso modo, on va arriver à une petite centaine. On arrive à une petite moitié qui sont justement adhérentes ou qui participent au conseil d'orientation des SEM Énergie. Et on en est très très fiers. On avait cette notion de technicité, mais c'est ce que fait la FNCCR sur les différents sujets, que ce soit le numérique, l'eau, l'énergie bien évidemment. Et sur le conseil d'orientation des SEM, on est vraiment... On a un regard justement, alors en ce moment avec... les notions de décret, par exemple, sur la loi APR à arriver, on regarde ça de très près, les notions d'autoconsommation collective, les notions de PPA, on va rentrer dans du technique, mais tous ces sujets-là sont regardés de façon très pointue. Là, on aura très bientôt un prochain travail qui sera fait, là avec un regard juridique pour les humbles élus que nous sommes, juridique aussi pour les agents qui sont à la SEM. La SEM est du monde du privé, mais nous, on n'oublie pas qu'on vient du monde du public. Et donc, le statut, comment il change, c'est un regard que nos agents, et des questions que quelquefois nos agents se posent. Et puis, tout un sujet sur les gestions de la SEM. Donc, c'est un travail que l'on fait d'une façon très large, comme si on accompagnait des entreprises du monde du privé. Voilà. On voit que c'est assez vaste et du coup dans votre champ d'action, alors qu'est-ce que vous avez réussi à concrétiser? Je suppose que des projets, on le sait, les projets renouvelables, ça prend du temps à sortir de terre. Et puis surtout, quelle perspective vous avez? Effectivement, est-ce qu'il y a des nouvelles activités qui peuvent s'intégrer par rapport à ce que vous aviez déjà défini sur vos activités? Ou est-ce qu'il y a déjà tellement à faire, que ce soit, je sais pas, sur l'éolien ou le solaire ou autre, que vous avez déjà un plan de travail relativement chargé pour les années à venir? Alors, sur les résultats, si je prends l'exemple d'Energive que je connais, on est parti de zéro en 2018. Et là, pour le coup, c'était vraiment zéro parce que le syndicat d'énergie n'avait pas investi dans des outils de production d'énergie renouvelable, ce qui pouvait être le cas sur d'autres territoires. L'an dernier, on a produit 24 gigawattheures à l'échelle de l'île-et-Vilaine. Alors, c'est une goutte d'eau dans les besoins électriques, mais c'est quand même des gigawattheures et plus des kilowatts.
Si je regarde mon taux de croissance, ça ferait faire pâlir toutes les startups et les licornes françaises. Mais bref, hormis la boutade, donc voilà, il y avait une importance de montrer que la SEM pouvait intervenir, enfin avoir rapidement des résultats, produire de l'énergie, parce que c'est bien pour ça qu'on est là. L'autre élément quand même intéressant avec les SEM, c'est qu'on développe des compétences en interne qui servent aux syndicats d'énergie, qui servent aux communes, sur des métiers qui aujourd'hui, dans les régions, en tout cas en Ille-et-Vilaine, étaient pas assez développé. Enfin, installer des centrales solaires en toiture, ça fait appel à des métiers sur la conception, sur le lien avec les bâtiments, sur le lien avec les architectes. Certes, c'est une vieille techno, mais malgré ça, c'est pas encore ancré dans les cultures locales. Et on s'est doté de compétences en interne. Enfin voilà, aujourd'hui, la SEM Énergif, c'est l'équivalent de 14 équivalents temps plein. Accessoirement, on a un peu créé de l'emploi aussi. Et on a surtout créé des compétences qui n'étaient pas présentes sur le territoire. Et ce qui n'empêche pas de bosser, et là-dessus, je pense que c'est bien partagé par les SEM, on ne vient pas faire le boulot du privé. Il faut que le privé continue d'investir le champ des énergies renouvelables. Par contre, nous, on va les aider à faire plus vite. Quand on crée des marchés, des accords cadres pour faire des centrales solaires en toiture et qu'on peut amener, chaque année, on va faire 20 centrales en toiture sur un département comme l'Ille-et-Vilaine, sur des études qui sont bien solides, et l'entreprise, je prends Émeraude Solaire qui est basée à Mignac-Morvan à côté de Saint-Malo, ils savent qu'avec nous, ils ont au moins 10 projets localement qui vont sortir, qui seront à peu près foutus pareil, et ça leur amène une garantie de travaux qui leur permet d'aller chercher d'autres marchés ailleurs. Donc c'est aussi une initiative qui lance la machine et qui consolide cette activité autour des énergies renouvelables, qui était quand même encore un peu le parent pauvre, y compris dans des territoires pourtant relativement urbains comme l'Ille-et-Vilaine. On voit que ça aide à structurer les filières professionnelles, enfin à monter en compétences et vous-même à avoir des gens qui peuvent travailler sur ces sujets-là. Mais typiquement pour avoir du volume, est-ce que ça veut dire qu'on s'appuie justement sur le parc des collectivités ou de fait, j'allais dire, tout le domaine privé, public est accessible, et ça me fait un peu rebondir sur le financement participatif des citoyens peut-être, qui est un moyen aussi de convaincre les gens de faire des choses. Quand on avait créé la SEM, on était plutôt parti en se disant qu'on allait surtout intervenir sur le patrimoine public. C'était la demande, donc les salles des fêtes, les salles de sport, pour faire du photovoltaïque en toiture. On en a fait. Après, pareil, de la même façon sur les parkings. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans les zones d'activité, notamment les zones d'activité en tant que syndicat d'énergie, quand on cale l'approvisionnement du réseau ELEC, les entreprises qui s'installent, avoir un tiers investisseur de confiance qui pouvait proposer une solution clé en main de solaire, finalement, c'était pas si mal. Et on s'est mis à intervenir dans des zones d'activité, donc sur du foncier privé. Et alors, en plus, quand maintenant on commence à leur dire, au-delà de entre guillemets faire bien et d'avoir du photovoltaïque sur votre toiture, on peut vous apporter un service de fourniture d'énergie à prix stable dans les 20 ans qui viennent avec de l'autoconso collective. Là c'est doublement bien quoi. Donc voilà, il faut qu'on garde aussi cette agilité entre ce qu'on imaginait de faire au début, qui était plutôt un peu centré sur ce qu'on connaissait, patrimoine public, et qui finalement est beaucoup plus large que ça, parce qu'on répond à des besoins qui n'étaient pas couverts. Peut-être, Richard Chameret, pour finir, un petit mot sur l'autoconsommation collective, si vous le voulez bien. Alors évidemment, ce n'est pas l'unique sujet des SEM, il n'y a pas que les SEM qui font de l'autoconso collective, mais est-ce que du coup, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez de plus en plus? Enfin, au début, les montages n'avaient pas l'air si évidents que ça, et est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait prendre plus d'ampleur à l'avenir? Alors c'est l'autoconsommation collective, soit on la prend dans sa globalité et on va la prendre d'une façon juridique. L'ACC, vous avez la possibilité de faire de l'ACC aujourd'hui avec cette notion des 20 km qui peut simplifier les choses. Mais encore une fois, on en revient exactement à ce que je disais tout à l'heure et ce que disait David, c'est qui a envie de travailler avec qui. Si vous faites à la taille d'un territoire de plusieurs communes, que tout d'un coup, sur ces communes-là, nous, SEM Énergie, on a créé tout un panel de production, quelle qu'elle soit, et que dans la commune d'à côté, vous avez un EHPAD, vous avez une zone d'activité, mais que les élus, les conseils municipaux, les gens, les habitants n'ont pas envie de travailler ensemble. C'est pas simple de se dire qu'on va faire un projet d'autoconsommation collective à une taille d'un territoire rural. Il faut déjà qu'au tout début, vous ayez des gens qui ont envie de travailler ensemble. Et une fois que vous avez ça, il existe soit l'autoconsommation collective, soit l'idée d'avoir ce qu'on appelle une communauté d'énergie. Alors il y a encore un petit décret là, qui ne devrait pas tarder. Toutes les semaines, on nous dit que le décret va arriver, mais je pense qu'à un moment, il devrait arriver. Puis après ça, vous avez des systèmes aussi en PPA qui simplifient beaucoup les choses. On a beaucoup de SEM aujourd'hui qui travaillent ce domaine-là sur le PPA. En fait, le PPA, c'est simplement un contrat de gré à gré. Vous n'avez plus la notion de distance et vous dites, moi, pendant 10 ans, je vais produire de l'énergie et je vais avoir tel coût.
je me prends un petit amortissement, je me prends un petit peu de marge, je vais quand même payer mes salariés, et puis je te revends l'électricité tel prix. Il ne faut pas s'attendre à avoir des tarifs de l'énergie. Il faut que tout le monde ait en tête, un petit peu comme sur l'eau, ça va être une ressource qui va être importante. Il ne faut pas s'attendre, parce qu'on va faire de l'autoconsommation collective ou qu'on va avoir des panneaux sur sa commune, que du jour au lendemain, le coût de notre électron va baisser ou va être divisé par 2. Ça permet de le stabiliser, surtout. Ça permet de le stabiliser, et puis ça permet d'avoir moins de dépendance de l'extérieur. Et au final, on fait tout ça pour nos habitants, pour les habitants de nos territoires, qu'on soit un territoire urbain ou un territoire rural. Et en général, quand on le fait pour eux, on essaye de les intégrer dedans. Alors vous pouvez les intégrer justement dans votre projet de production d'énergie, où on a de plus en plus de SEM qui intègrent des associations citoyennes à l'intérieur de leur conseil d'administration. C'est une autre vision des choses. On sort du seul financement participatif, on intègre vraiment. Vous n'avez pas que des collectivités ou que des financiers à l'intérieur de la SEM, vous avez aussi des habitants qui quelquefois vous disent mais j'ai rien compris à ce que tu m'as expliqué, et donc recommence et redis-moi les choses telles qu'elles doivent être. Mais c'est très bien, parce que moi je préfère, et avec les autres présidents de SEM, on a à peu près la même vision des choses. Je préfère passer un petit peu de temps sur l'idée, l'initiative au tout début d'un projet, en expliquant bien les choses, que quand le projet est complètement ficelé et que vous allez investir 500 000, 1 million, 2 millions d'euros dans un beau projet, puis qu'au final, les habitants ont compris un projet comme si vous alliez venir les embêter. Alors qu'on fait tous ces projets, nous, on reste des maires de communes. On reste des élus de collectivité, on fait ça pour nos habitants, on ne le fait pas contre eux. Et de temps en temps, ça peut être ça qui peut être perçu. Et donc les SEM Énergie sont vraiment là, un outil au service des territoires pour faire des projets pour les territoires et un bénéfice pour les habitants de nos territoires. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux, David Clos et Richard Chamaret, de nous avoir expliqué ce qu'étaient les SEM Énergie, donc des outils au service des territoires, voilà, comme on l'a bien compris. Merci à vous deux, bonne fin de journée et au revoir à nos auditeurs.